Chapitre 7 Les duellistes. Citation de William Faulkner. Je sais maintenant que ce qui fait d'un homme un imbécile, c'est son inaptitude à suivre même les bons conseils qu'il se donne à lui-même. Hello, Mr. Bad Guy. D'un air pensif, Archibald gratta la tête du chat qui se frottait contre sa jambe. L'animal ronronna de plaisir et étira de tout son long sa fourrure noire et roux qui brillait au soleil comme des écailles de tortue. Maclean se leva de table et prit le chat dans ses bras pour aller s'installer au creux d'un canapé. Il piocha un cohiba long et fin dans la boîte à cigares ouverte devant lui et attrapa le rapport consacré à Martin Beaumont. Rédigé par une officine privée, celui-ci était bien fourni. Photos volées, compte-rendu de filature, relevé de factures téléphoniques, données bancaires. On y trouvait surtout la copie intégrale de son dossier professionnel allant tête de la préfecture de police. Autant de données collectées dans la plus grande illégalité, mais à l'heure de la guerre économique et de l'essor du renseignement privé, certains flics ripoux monnayaient leur accès aux fichiers prétendument sécurisés de l'administration. Tout homme a un prix, dites-moi le vôtre, pensa Archibald en chaussant de fines lunettes de vue. Martin Beaumont, né de père inconnu, le 5 juin 1974, à Antibes, dans le sud de la France. Sa mère, Mylène, travaille pour une entreprise d'entretien. Le soir, depuis des années, elle fait le ménage à la bibliothèque municipale. Souvent, elle y emmène son fils, qui en profite pour faire ses devoirs et s'initier à la lecture. Mai 1988. Mylène se tue dans un accident de voiture à Nice, près de la promenade des Anglais. Son fils de 14 ans est grièvement blessé. Il passe 2 jours dans le coma, mais sort de l'hôpital 3 mois plus tard sans autre séquelle que quelques cicatrices sur le torse. Jusqu'à son bac, Martin va vivre chez ses grands-parents, de modestes employés domiciliés dans la cité des Pyramides à Évry. Les photocopies de ses bulletins scolaires témoignent d'un élève sérieux et appliqué, surtout dans les matières littéraires. En 1992, il décide pourtant de passer un bac scientifique qu'il obtient davantage grâce à ses notes en histoire, 19, en philosophie, 17, et en français, 18, qu'en maths, 7, et en physique, 6. Il reçoit également un 2e prix de conservatoire en violon. La même année, il quitte l'appartement de ses grands-parents après avoir obtenu une bourse et une chambre en cité U. 1995. Licence de droit à la Sorbonne. Puis part pendant 2 mois à San Francisco pour perfectionner son anglais. Se trouve un petit boulot à la cafétéria de l'université de Berkeley. 1996. Double maîtrise, droit et histoire de l'art, pour laquelle il obtient une mention très bien grâce à son mémoire de fin d'études consacré à la collaboration entre Alfred Hitchcock et le graphiste Saul Bass. 1997-1999. Réussit du premier coup le concours d'officier de police et effectue sa formation à l'École nationale supérieure des officiers de police de Cannes-Écluse, dont il sort 3e de sa promotion. 2000. Choisit d'être affecté à la brigade des stupéfiants de Nanterre sous prétexte que son meilleur ami d'enfance est mort d'une overdose avant d'avoir pu fêter son 18e anniversaire. Rapidement, on repère ses qualités et il devient l'un des piliers de la brigade en participant à de nombreuses descentes dans les boîtes parisiennes.
Grâce à son look d'étudiant, il prend une part active au démantèlement du trafic de drogue à l'intérieur de l'université. Une affaire médiatisée qui débouche sur la saisie de milliers de comprimés d'ecstasy, de 400 grammes de cocaïne et des premiers échantillons de GHB. 2002. Pour suivre son patron, il est muté à la brigade des stupéfiants de Paris. Là, il travaille sur des affaires plus délicates. 3 ans avant que la loi Perben ne légalise le dispositif, il fait partie, avec une dizaine d'autres flics, des agents sélectionnés pour surveiller de l'intérieur les réseaux des trafiquants. Un monde cloisonné, à la marge de la légalité et des hiérarchies classiques. Un monde de zombies, le surnom que s'est donné le groupe, en référence à leur apparence physique qui doit leur permettre de se fondre parmi les toxicos. Se fondre signifie en l'occurrence leur fournir des armes, des véhicules et des faux papiers, acheter et transporter de la dope, mais aussi accepter à l'occasion de prendre un rail de coke ou un shoot d'héroïne pour donner le change, sans bien sûr que votre nom apparaisse jamais dans le dossier. C'est à cette époque que Martin commence une relation amoureuse avec sa « couvreuse » entre guillemets, Karine Agnelli, la flic chargée de le suivre à distance et de rédiger la procédure. Le métier est pénible, mais permet de beaucoup de filets. Démantèlement de plusieurs labos clandestins de cristal meth, interpellation sur l'autoroute du Sud d'un convoi de 3 bolides parti en go fast depuis Barcelone, saisie de 200 kilos de cannabis et de 4 kilos de cocaïne. Autant d'affaires qui lui permettent de passer au grade de capitaine en un temps record. Puis les choses se compliquent fin 2003. Subitement, Martin semble ne plus supporter son rôle d'agent undercover. À l'issue d'une affaire confuse et glauque, il demande sa mise en disponibilité qui lui est refusée. Sa hiérarchie préfère l'orienter vers les psychologues maison qui, à coups de rapports fumeux, le qualifient d'asocial, de personnalité borderline, ou lui annonce qu'il souffre de troubles bipolaires. Au terme d'un bras de fer de plus d'1 an, il obtient finalement sa mutation à l'OCBC, l'Office central de lutte contre le trafic des biens culturels, en janvier 2005. Sous les ordres du colonel Loiseau, il redevient le flic performant qu'il avait cessé d'être, affichant le meilleur taux d'élucidation de l'office. En même temps, il suit une formation continue à l'Institut d'études supérieures des arts, où il obtient de bons résultats. Son nouveau travail semble le passionner. Pourtant, le comportement de Beaumont se radicalise. Il devient rétif au travail en équipe, s'enferme dans une démarche solitaire et se met à dos la plupart de ses collègues. Loiseau laisse faire, car Martin est un bosseur, qui, en plus, a le bon goût de ne pas se mettre en avant, lui permettant souvent de s'attribuer ses mérites. L'OCBC a besoin de résultats, surtout sur les affaires médiatisées, comme le vol de 2 toiles de Picasso dans le propre hôtel particulier parisien de la petite-fille du peintre. Encore une fois, c'est Martin qui obtient le tuyau décisif qui conduit à l'interpellation de 3 malfaiteurs par la BRB. Estimé à 50 millions d'euros, Maya à la poupée et le portrait de Jacqueline sont retrouvés en bon état et Loiseau s'offre son quart d'heure de gloire au journal télévisé. Archibald tournait les pages du rapport avec de plus en plus d'intérêt. Les derniers feuillets étaient consacrés à un volet plus personnel de la vie du flic. Son nom apparaissait 2 fois au STIC, le fichier tentaculaire des infractions qui recensait les noms des victimes et des gardés à vue. 2 affaires liées à la prostitution
qui impliquait la même femme, une Ukrainienne connue sous le nom de Nico, qui tapinait du côté de la porte d'Asnières. Les photos où on les voyait ensemble n'étaient pas des clichés glauques, mais dégageaient au contraire quelque chose de romantique. Un dimanche après-midi, au jardin du Luxembourg, une promenade au Champ de Mars, une soirée de printemps sur la grande roue des Tuileries, un dîner partagé dans un restaurant place Dauphine. Autre zone d'ombre, ces rendez-vous hebdomadaires à la maison de Solesmes, la structure médicale du 14e arrondissement, spécialisée dans la prise en charge du mal-être des adolescents. Malgré ses efforts, le détective qui l'avait suivi n'avait pas réussi à connaître l'identité du jeune patient auquel Beaumont avait rendu visite. Pensif, Archibald referma le dossier. Absorbé par la biographie de Martin, il en avait oublié d'allumer son cigare. En tout cas, Iffy avait raison. Ce flic était différent des autres. Martin sentit une langue baveuse lui chatouiller le visage. « Mandoline, fous-moi la paix !» Mais le cocker anglais ne l'entendait pas de cette oreille. Martin finit par jouer quelques minutes avec la chienne. Mandoline était un vrai pot de colle. Elle ne supportait pas la solitude et mordillait tout ce qui lui tombait sous la dent. Il l'avait ramassée dans la rue, au détour d'une perquisition chez un receleur de Montparnasse. Le type s'était fait la belle depuis plusieurs jours, abandonnant son chien qui hurlait à la mort devant la porte. Martin l'avait embarqué dans sa voiture, direction le refuge de la SPA d'Orgeval. Pendant la demi-heure de trajet, Mandoline avait trouvé le moyen de baver sur la sellerie et de perdre ses poils partout. Pourtant, en arrivant sur le parking, elle lui avait fait le coup des sanglots et du regard triste, et il s'était laissé avoir. Le jeune flic regarda l'heure. Midi passé. Torse nu et en caleçon, Martin se leva et traversa l'ancien atelier pour gagner le coin cuisine. Tout en longueur, l'étage était agencé à la manière d'un loft lumineux. Sans être bordélique, l'endroit était décoré, entre guillemets, de façon éclectique et foutraque, qui traduisait la personnalité de son locataire. Sur une bibliothèque en bois cérusé, une collection de mangas côtoyait les classiques de la bibliothèque de la Pléiade, les grands romans russes se mélangeaient aux albums de Sampé, tandis qu'une figurine guerrière de Dark Vador menaçait de son sabre laser un Tintin en résine tout droit sorti du lotus bleu. Dans un coin de la pièce, au pied de la dernière sculpture d'Henry Hudson, le visage d'une jeune fille fantomatique qui émergeait d'un bloc de marbre, une console PlayStation croulait sous une pile de jeux vidéo. Sur le mur, des affiches d'expositions récentes. Modigliani au Luxembourg, Nicolas de Staël à Beaubourg, Picasso au Grand Palais. À côté de la bibliothèque, des étagères métalliques supportaient une collection de plusieurs centaines de DVD. Tout Hitchcock, Truffaut, Lubitsch, Kubrick, Tarantino. Des dizaines de séries américaines téléchargées en peer-to-peer, quelques films hongkongais, quelques pornos. Martin ouvrit la porte du frigo pour s'emparer d'une canette de Coca Zéro et d'une plaquette de beurre. Il trouva des tranches de pain de mie dans le placard et se prépara 4 tartines de sa spécialité. Moitié Nutella, moitié lait concentré. Entre les bouchées sucrées, il avala un comprimé d'Effexor et un autre de Vératran. Cocktail léger d'antidépresseurs et d'anxiolytiques pour faire taire les bruits de l'enfance, le frisson de l'aiguille, les fantômes du passé et la peur de demain. Sans doute aurait-il mieux fait d'enfiler ses baskets et d'aller courir 1 heure. Mais il n'était pas dans l'un de ces jours vertueux. Tout en mangeant, il alluma son iPod connecté à des enceintes
et programma une playlist hétéroclite. Il faisait beau. La lumière éclatante qui arrosait le jardin l'incita à s'installer sur la terrasse. Avant de sortir, il enfila un t-shirt qui fit disparaître l'étoile surplombant la dune, le dessin tatoué sous sa clavicule, celui de la dernière page du Petit Prince, le plus beau et le plus triste paysage du monde, où l'enfant était apparu sur la terre et où il avait disparu. Sur la petite table en fer, il posa son ordinateur portable et sa canette de coca entamée. Pensif, il alluma le Mac en se remémorant les événements de la veille. Le bureau de son ordinateur avait besoin d'un grand ménage. L'écran était envahi de documents et d'articles téléchargés. Mais dans ce désordre, une icône plus brillante que les autres se repérait au premier regard. Le dossier, illustré d'une croix du Sud, était sobrement intitulé « Archibald ». Il cliqua sur l'icône et accéda aux dizaines de gigaoctets de données qui compilaient toutes les informations collectées sur Maclean. Scan d'articles de presse, communiqués d'Interpol, rapports détaillés des vols effectués sur le territoire français, descriptifs et photos des œuvres dérobées, films d'actualité. Quelque part, dans les entrailles de l'ordinateur, se trouvait le secret d'Archibald Maclean. Tous ces vols avaient un sens caché, Martin en était certain. Le point faible du roi de la cambriole, entre guillemets, ne tenait pas dans sa technique, mais dans la motivation de ces vols. Qu'est-ce qui faisait courir Maclean? Martin ne pourrait jamais l'arrêter sans avoir d'abord répondu à cette question. Découragé par l'ampleur de sa tâche, il rentra dans la maison. Il se coucha sur le lit et tira d'une enveloppe en carton 2 feuilles de papier à cigarette qu'il colla l'une à l'autre en les humectant. Puis il attrapa son paquet de Dunhill et fendit l'une des tiges pour en récupérer le tabac. Enfin, il préleva dans sa réserve une petite barrette de cannabis emballée de papier alu. Avec son briquet, il brûla l'un des bouts et le dispersa au-dessus du tabac. Il allait allumer le joint lorsqu'une force invisible le poussa à retourner sur la terrasse pour s'installer devant l'écran de l'ordinateur. Archibald était plus fort que le shit. Martin se fit d'abord du café, puis commença à parcourir méthodiquement des documents qu'il avait déjà lus des dizaines de fois. À la lumière de sa rencontre avec Maclean, il espérait trouver un indice, une piste qu'il aurait précédemment négligée. La carrière du voleur s'étalait sur près de 28 ans et était rythmée par un nombre impressionnant de coups d'éclat. 1982. Premier vol connu d'Archibald. Le cambriolage de la Lloyds Bank en plein cœur de Londres, l'un des plus gros casses jamais réalisés en Grande-Bretagne. La première fois aussi qu'il laissait sur les lieux du crime sa célèbre carte de visite ornée de la Croix du Sud. 1983, Paris. Une série de vols chez les plus célèbres joailliers de la place Vendôme. Cartier, Van Cleef et Boucheron. Des numéros de déguisement dignes du transformiste Frégoli pour un butin faramineux. 1986. Musée national de Suède. 5 minutes lui suffisent pour s'emparer de 2 renards et d'un watteau. 1987. Musée Guggenheim de New York. Vol d'un Kandinsky et d'un Mondrian. 1990. Anvers. Muni d'un faux passeport, Archibald réussit à gagner la confiance d'une employée de la banque des Diamantaires. La jeune femme lui remet un accès VIP à la salle des coffres, lui permettant ainsi de faire main basse sur une trentaine de diamants bleus pour la bagatelle de 20 millions de dollars. 1993. Paris. Il pénètre dans l'hôtel particulier de Pierre Bérès, le plus grand libraire du monde,
et en ressort avec le joyau de sa bibliothèque, le livre parfait, l'exemplaire original d'une saison en enfer, dédicacé par le poète A. P. Verlaine, A. Rimbaud. 1998. Boston. Le plus grand vol d'œuvres d'art de tous les temps sur le sol américain. McLean effectue une razzia à la Rebecca Stewart Foundation. 2 Rembrandt, un Velázquez, un Manet, un vase chinois de la dynastie Ming, ainsi qu'un bronze de Rodin. Un butin estimé à près de 300 millions de dollars. Aujourd'hui encore, le FBI n'avait pas classé l'affaire et le district attorney de Boston répétait à chaque conférence de presse qu'il ne prendrait pas sa retraite avant d'avoir fait enfermer McLean. 2001. Dans le coffre d'une banque de Philadelphie, il s'empare du One Cent Magenta de 1856, l'un des timbres les plus chers au monde, un rectangle de papier de moins d'1 gramme et d'à peine 1 centimètre carré, le Graal des philatélistes. 2005. Le vol que l'Angleterre ne lui pardonnera jamais. McLean humilie la famille royale en s'introduisant au château de Balmoral, la résidence d'été de la reine, et en repartant avec le Vermeer préféré de la souveraine, ainsi qu'avec une dizaine de dessins de Léonard de Vinci. Pour narguer Scotland Yard, Archibald se paye même le luxe de laisser un message sur le mur « À Sherlock Holmes de jouer maintenant ». 2007. L'année des milliardaires français. François Pinault, d'abord, avec le vol d'un Andy Warhol au Palazzo Grassi de Venise, puis Bernard Arnault, délesté d'un beau Basquiat. Absorbé par son travail, Martin mit plusieurs secondes avant de se rendre compte que quelqu'un frappait à la porte de sa chambre. « Entrez » invita-t-il en levant la tête et en glissant le joint dans sa poche. Archibald sortit du petit ascenseur de verre qui arrivait directement dans sa chambre. La master cabin occupait la plus grande partie du pont supérieur. Meublée dans le style art déco, elle était plus chaleureuse que le salon avec sa cheminée et son mobilier géométrique incrusté de plaquettes de nacre et d'ébène. Archibald s'installa à sa table de travail. Un profond abattement le saisit brusquement. Paupières closes, il se massa les tempes pour chasser un début de migraine. Après chaque vol d'envergure, il éprouvait une certaine lassitude, proche du baby blues. Mais là, c'était différent. Il n'avait jamais été aussi épuisé, et il dut se faire violence pour ouvrir les yeux. Au milieu du bureau, une grande enveloppe Kraft était posée à son intention. Il palpa l'étui cartonné sans se décider à l'ouvrir. Depuis près de 20 ans, la même enveloppe lui parvenait chaque semaine. Le rapport d'un détective privé californien chargé d'une filature très serrée. Il décacheta l'enveloppe à contre-cœur et se plongea dans la lecture du compte-rendu avec un mélange de curiosité et de répulsion. À l'intérieur, des photos d'une jeune femme ainsi qu'un relevé minutieux de son emploi du temps et des gens qu'elle fréquentait. Une transcription de ses conversations téléphoniques et du contenu de ses courriels, le diagnostic d'un médecin qu'elle avait consulté et la liste des médicaments prescrits. Les clichés avaient été pris à San Francisco et à Sausalito, une petite ville de la baie. Il montrait une femme d'une trentaine d'années, à la beauté sauvage et mélancolique, et au regard dur et fuyant. Elle. Comme à chaque fois, Archibald se persuada que cette intrusion dans l'intimité de sa fille était la dernière. Il fallait qu'il trouve le courage de lui parler. Il fallait qu'il passe de la peur à l'amour. Son amour était fort, mais à chaque fois, la peur prenait le dessus. Si vous continuez à si mal vous nourrir, vous finirez par tomber malade.
Mrs. Hudson pénétra dans l'antre de son locataire et posa d'autorité un plateau repas sur la table de la terrasse. La vieille Anglaise avait mitonné un English breakfast de sa spécialité. Toast à la marmelade d'oignon, bol de porridge, tourte aux rognons, gelée tremblotante couleur grenadine. « Ça sent bon », dit Martin sans grand enthousiasme. Sa logeuse n'était pas précisément un cordon bleu, mais il lui était reconnaissant de ses attentions. Elle prenait soin de lui, comme lui prenait soin d'elle. « Je vous ai mis votre courrier ainsi qu'un paquet qu'on vous a livré ce matin. Pour ne pas vous réveiller, je me suis permis de signer le bon de livraison à votre place. » Martin la remercia. Son courrier se résumait à sa facture France Télécom ainsi qu'à la publication sous plastique qu'éditait sa mutuelle tous les 2 mois. Il jeta les enveloppes sans même les avoir décachetées, puis s'intéressa au paquet. Un chronopost contenant un petit coffret en bois de santal marqueté. Martin ouvrit la boîte pour découvrir une bouteille de champagne couchée dans son écrin. Dom Pérignon, rosé vintage, 1959. Il fronça les sourcils et inspecta le coffret à la recherche d'une carte de visite. Rien. Il retourna le chrono. Le paquet avait été posté la veille peu avant midi dans un bureau du 6e arrondissement. En tout cas, son admirateur secret ne s'était pas foutu de lui. Dom Pérignon était la marque de champagne la plus célèbre du monde. Une bouteille millésimée devait coûter une véritable fortune. Une intuition le ramena devant son ordinateur où il lança le programme Tréma. La photothèque de l'OCBC était unique au monde et contenait la description détaillée et les images de plus de 80 000 biens culturels volés en France et à l'étranger. Grâce à cet outil, un objet saisi lors d'une perquisition pouvait être immédiatement identifié et restitué à son propriétaire. Martin avait chargé la base sur son ordinateur portable pour pouvoir l'emporter avec lui sur le terrain. Il entra quelques données et presque instantanément, le logiciel rendit son verdict. Les bouteilles avaient été volées l'année dernière, dans des circonstances jamais élucidées, juste après une vente aux enchères. Martin cliqua sur le lien hypertexte qui renvoyait à une dépêche d'agence évoquant la vente. Enquête record lors d'une vente historique à New York. Le 25 avril dernier a eu lieu chez Sotheby's une vente exceptionnelle de bouteilles de champagne, parmi lesquelles 2 flacons historiques de Dom Pérignon rosé vintage 1959, adjugés pour la somme de 84 700 $. Considéré comme le joyau de Dom Pérignon, ce vin mythique n'a été produit qu'à 300 exemplaires et jamais commercialisé. La plupart des bouteilles furent servies en 1971 aux Gotha mondains réunis lors des fêtes somptueuses données pour l'anniversaire de la fondation de l'Empire perse. Depuis, le millésime avait disparu du marché pour réapparaître avec éclat à cette vente historique. Le jeune flic n'en crut pas ses yeux. La bouteille qu'il avait devant lui valait donc plus de 40 000 $. Il poursuivit sa lecture avec fébrilité. Sur le vol lui-même, on ne savait presque rien. Une seule chose était certaine. Lorsque le nouvel acheteur s'était présenté pour prendre possession de son bien, les bouteilles avaient disparu, remplacées par la carte de visite, la plus redoutée des milieux de l'art. Martin resta un moment immobile, paralysé par le cadeau qu'il venait de recevoir. Dans sa tête s'affrontaient des voix contraires. Bien sûr, cette bouteille n'était pas à lui. C'était une pièce à conviction qui devait être restituée à son propriétaire. Mais... « Je vous offre une petite coupe »
Mrs. Hudson? C'est pas de refus, répondit la vieille Anglaise en s'asseyant sur la terrasse. Ça me changera de mon sherry. Martin ouvrit la bouteille avec d'infinies précautions, curieux de savoir si, après 50 ans, le champagne avait conservé ses bulles. Il trinqua avec Mrs. Hudson et porta la coupe à ses lèvres. Il ne fut pas déçu. Le vin était sublime et donnait l'impression de boire de l'or ou un élixir de longue vie. Alors, comme régénéré, Martin leva la coupe vers le ciel. Philosophe, il se dit que la valeur d'un homme se jugeait aussi à celle de ses ennemis. Il avait perdu la première manche, mais le combat ne faisait que commencer. Vêtu d'un pull à col roulé, Archibald rejoignit Iffy à l'avant du Fly, l'endroit le plus élevé du yacht, aménagé en salle de sport en plein air. Une serviette autour du cou, l'Anglaise enchaînait les exercices depuis plus d'une heure. Haltères, power plate, sac de frappe, tapis roulant. Archibald lui proposa un apéritif, mais elle secoua la tête en agitant sa bouteille d'eau minérale. Le voleur haussa les épaules mais ne fut pas surpris. Iffy vivait comme une ascète, s'interdisant certains des plaisirs qu'offrait la vie. La nourriture raffinée, les vins fins, le sexe facile. Archibald s'installa dans le fauteuil en osier qui faisait face à la mer. L'air s'était rafraîchi et le soleil couchant était à la lutte avec les nuages. De leur combat rapproché giclaient des traînées de sang pourpre et écarlate qui embrasaient le ciel. Il attrapa la bouteille de champagne posée dans le seau à glace à côté de lui et sourit en vérifiant l'étiquette. Dom Pérignon, rosé vintage 1959. Il ouvrit la bouteille avec soin, s'en servit une coupe et leva son verre en direction du sud-est. Là où se trouvait la France, là où se trouvait Paris. Et il trinqua avec l'ennemi invisible à qui il avait porté le premier coup d'épée.